Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission L'invité politique sur Lyon Première. Comme vous le voyez à l'image, une émission un peu exceptionnelle en partenariat avec Lyon Positif. Donc vous pourrez à la fois nous écouter à la radio et nous regarder sur la chaîne. Et on est avec un invité exceptionnel dans votre bureau, Monsieur le Président Bruno Bernard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la métropole de Lyon. On va, dans cette émission, vous le savez, parler de plein de choses, de projets, de votre actualité, d'écologie, de transition, d'environnement, d'actualité politique, puisque vous êtes quelqu'un d'assez engagé sur ces questions et ces sujets. Et puis on va parler de l'actualité récente. Alors en préparant cette émission, je regardais un certain nombre d'articles de mes confrères qui disaient, voilà, c'est l'élu vert le plus puissant de France, l'homme qui fait la pluie et le beau temps. Je me suis dit, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous le vivez comme ça dans votre fonction aujourd'hui? Non, c'est pas comme ça que je le dirais. Par contre, la métropole de Lyon est un outil extraordinaire pour faire des politiques publiques dans l'intérêt des habitants. On a une collectivité puissante qui a beaucoup de compétences, celle d'une agglomération, celle du département, Citral Mobilité pour les transports en commun. Donc on a la chance ici, grâce à cette création qu'avait fait Gérard Collomb, d'avoir beaucoup plus de poids qu'ailleurs et donc d'aller plus vite dans nos politiques publiques. Je crois que c'est à peu près 9500 agents, presque 4 milliards de budget. Comme vous l'avez rappelé, vous êtes aussi président du Citral, ce qui est une première, je crois. Pourquoi est-ce que vous avez souhaité d'ailleurs avoir aussi cette présidence du Citral? Est-ce que ça veut dire que la mobilité, pour vous, c'est un enjeu prioritaire? Alors, la loi qui a été faite avec le nouveau Citral, puisqu'il a été élargi à tout le nouveau Rhône, prévoit que le président de la métropole de Lyon soit président de Citral Mobilité. Donc la loi le prévoit, et pour moi c'est important parce que ces deux grosses institutions n'ont pas toujours très bien travaillé ensemble, donc c'était essentiel que je puisse présider ces deux institutions pour avoir plus d'efficacité pour le développement des transports en commun. Alors je disais qu'on va parler de plein de choses, de politique nationale, etc. et d'actualité. Alors il y a une actualité récente hier, c'était il y a quelques jours sur le Conseil de la métropole, c'est toujours un moment un peu fort. Un conseil un petit peu agité, à la fois à l'extérieur, parce qu'il y a eu un collectif de manifestants, des questions de votre opposition. Est-ce que vous sentez que quelque part on est un peu dans un début de pré-campagne? Ou pas encore tout à fait? C'est possible pour l'opposition, mais c'est un peu normal. Voilà, moi j'aimerais simplement qu'en termes d'arguments, on soit un peu plus sur ce qui concerne les habitants et moins dans la caricature, parce qu'on peut avoir des différences, elles sont normales, elles sont légitimes, mais il faut qu'elles soient expliquées et qu'elles soient posées auprès des habitants pour qu'ils puissent choisir entre des trajectoires claires. Et donc des fois on est un peu trop, je trouve, dans l'opposition systématique et caricaturale. Mais c'est le jeu des oppositions et c'est tout à fait respectable. Mais ça vous perturbe pas plus que ça? Parce que c'est vrai qu'on a l'impression que vous avez été, quand je dis vous, c'est aussi y compris la mairie de Lyon et la nouvelle gouvernance écologiste, un petit peu en permanence avec une sorte de green bashing où on vous accusait de plein de choses, d'incompétence, de décroissance, etc. Et je disais que le conseil avait été un peu agité, il y avait un collectif de manifestants. Voilà, c'est le but de ces associations de pouvoir manifester. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que souvent, ils disent, voilà, ces gens-là, que ce soit des commerçants, des gens de Oulin, Pierre-Bénite sur les voies lyonnaises, etc. Oui, le président ne nous écoute pas, ne nous reçoit pas, la concertation, c'est pas vrai. Pourtant, c'était en partie votre méthode. Comment vous réagissez avec ça? Mais c'est un très bel exemple, la question de Presqu'île et l'opposition qui existe. Vous savez, l'apaisement de Presqu'île, il était porté par mes prédécesseurs, et par David Kimmelfeld, et par Gérard Collomb, qui avaient commencé des expérimentations. Nous l'avons porté dans notre programme, nous avons été élus pour ça, et nous le faisons aujourd'hui 4 ans après. Donc nous avons pris 4 ans pour étudier, pour concerter. Et donc c'est un projet qui est attendu par la population et qui est fortement soutenu. Et oui, il y a des inquiétudes légitimes sur les ayants droit en presqu'île, sur la question de la logistique, sur la question économique des commerces. Toutes ces questions sont légitimes et on les travaille et on améliore point par point avec la discussion. Il reste une partie d'opposition qui est souvent quand même infiltrée par les élus républicains qui, elle, est dans une opposition plus caricaturale, qui va expliquer qu'on veut piétoniser totalement la presqu'île, ce qui n'a jamais été le projet, qui va expliquer qu'on veut fermer totalement la presqu'île aux voitures, ce qui n'est pas non plus le projet. Et donc c'est plus difficile quand vous avez des positions aussi caricaturales qui ne cherchent pas à améliorer un projet, mais à s'opposer en étant minoritaire finalement au sein de l'opinion publique. Donc ça fait partie là aussi du jeu, on explique et on avance. Dans les discussions qui ont eu lieu, et parce que vous évoquiez au commencement les pouvoirs importants de la métropole, il y a eu des discussions aussi sur le budget, on est dans la préparation du budget, avec ce qu'on appelle les lettres de cadrage que vous avez fait passer à un certain nombre de services et aux élus. Et en gros, si j'essaie de simplifier parce que c'est complexe, il y a une demande de recherche d'économie autour de 15%. Mais les gens d'abord s'inquiètent et se disent pourquoi 15% et puis ne comprennent pas forcément ce sur quoi on va devoir faire des économies. Est-ce que vous avez besoin de faire attention? Est-ce que les finances sont un peu plus en difficulté au sein de la métropole aujourd'hui?
Alors, l'histoire des 15% est fausse, je pourrais y revenir, mais oui, naturellement, nous sommes en difficulté comme tous les départements de France. Nous avons perdu, par exemple, avec la crise immobilière, entre 2022 et 2024, 170 millions d'euros environ sur les droits de mutation. 170 millions d'euros, c'est énorme pour la collectivité. La TVA est moins dynamique que prévu. Et nos recettes, malheureusement, aujourd'hui, elles ne dépendent plus de nous. Elles ont été, tout ce qui dépendait de nous, finalement, a été enlevé, comme la CVAE, par exemple, qui a été remplacée, qui était une cotisation payée par les entreprises par la TVA. Donc nous avons des recettes qui sont peu dynamiques, voire nulles, qui n'augmentent pas, et des dépenses, notamment sociales. C'est des allocations du RSA pour le handicap, pour l'autonomie, qui augmentent, elles, automatiquement. Donc nous sommes naturellement dans une difficulté que j'espère passagère, parce que nous sommes un territoire très résilient, donc je ne doute pas que ça va repartir. Mais oui, nous avons besoin d'optimiser les quelques recettes qu'on peut optimiser, et puis de faire attention aux dépenses, et sur celles sur lesquelles on a la main, d'essayer de réduire. Oui, parce que c'est important peut-être de réexpliquer que cette métropole de Lyon, c'est un objet institutionnel un peu unique, hein. Il n'y en a qu'une comme ça en France. C'est à la fois une métropole, un département. C'est le seul où d'ailleurs les élus sont élus au suffrage universel. Vous dites, en gros, ce que j'entends, c'est que c'est dans vos compétences liées donc à l'aide sociale, à l'aide d'urgence, qu'il y a des vraies difficultés, plus que sur les compétences directement liées à la métropole, entre guillemets. Tout à fait. En France, les blocs communaux se portent correctement en termes financiers. Ce sont les départements qui sont en très grosse difficulté par leurs compétences et leur manque de recettes. Et nous, comme on est entre les deux, notre situation n'est pas catastrophique comme d'autres départements, mais elle est quand même difficile. Donc on est entre les deux, et puis au travail pour optimiser au mieux. C'est le choix qu'on a fait, par exemple avec le Musée des Confluences, en plein accord avec lui, qui a énormément de trésorerie, qui a notamment été faite pendant le Covid, puisqu'il avait moins dépensé, et donc on a diminué en toute intelligence la subvention, ce qui n'aura aucun impact négatif sur le musée, mais ce qui permet pour nous d'avoir une petite marge de manœuvre supplémentaire. Et d'ailleurs, ça c'est un bon exemple de quelque chose qui est parfois un peu présenté caricaturalement. C'est-à-dire quand on le voit, on dit on a baissé d'1 million la subvention, mais en vrai, il y a des échanges, il y a des travaux, il y a des contreparties. Enfin, c'est aussi ça la difficulté parfois du rôle d'un politique, c'est de pouvoir bien expliquer la vérité des choses. Oui, en tout cas, elle est bien expliquée avec le musée, ce qui est l'essentiel, bien comprise. Et je le redis, ce musée qui est magnifique, naturellement, va continuer à accueillir énormément de personnes. Et nous sommes très heureux de la qualité de notre musée. Alors vous disiez à un moment, quand je vous parlais de ces fameux 15%, vous me dites c'est faux, c'est pas exactement ça. Quelles ont été les consignes que vous avez donc demandées peut-être au service ou à vos élus? D'ouvrir le champ des possibles. On a ajouté beaucoup de politiques publiques, comme le revenu de solidarité jeune par exemple. Dans tous les domaines, on a rajouté des politiques publiques qui étaient utiles. On ne s'est peut-être pas assez interrogé sur celles qui étaient peut-être moins utiles, qui étaient là depuis longtemps et sur lesquelles il fallait peut-être assumer d'en faire moins. Donc c'est ça qu'on est en train de regarder, sur les marges de manœuvre qu'on a, de voir ce qu'on peut diminuer. Donc on a naturellement des pistes, mais ça sera le débat d'orientation budgétaire, où là aussi, j'espère que nos oppositions feront des propositions. Parce qu'on ne peut pas simplement, dès qu'on dépense moins, nous le reprocher, tout en nous disant qu'on dépense trop. Et donc on va travailler naturellement, on présentera un budget sincère et équilibré en début d'année. Oui, ce qui est aussi d'ailleurs un des débats, ce qu'on entend souvent, et les collectivités, je suppose que vous vous associez à ce mouvement, parce que le gouvernement a souvent tendance à présenter les collectivités comme étant très dépensières, or sont les seules qui présentent des budgets à l'équilibre. Oui, et puis surtout, c'est celles qui portent l'investissement pour l'amélioration de la qualité de vie des habitants. C'est celles qui portent l'économie, in fine. Des collectivités qui arrêteraient d'investir, ça serait une chute rapide du bâtiment, de beaucoup de milieux économiques. Donc nous, on porte ça, et les propos qu'avait tenus le ministre Bruno Le Maire étaient tout simplement inacceptables. Et d'ailleurs, le Premier ministre Michel Barnier a contredit ces propos en rappelant que les collectivités locales n'étaient pas responsables de la dette de la France. On reparlera de tout ça et de la politique nationale un peu plus tard. Toujours sur cette actualité, et ça nous fera le lien avec notre première thématique tout à l'heure des mobilités. Vous êtes donc président du Citral aussi. Je sais que vous vous êtes exprimé récemment parce qu'il y avait une expérimentation qui fonctionnait bien. Moi, je suis un fervent utilisateur des transports publics, donc je le vois bien. En fait, les personnels de TCL avaient des caméras piétons, ce qui permettait de faire de la prévention, de bien discuter et d'éviter des agressions. Je crois que ça avait d'ailleurs des conséquences fortes sur la baisse du nombre d'arrêts de travail, etc. C'est une expérimentation. Ça va s'arrêter, ça s'est arrêté au 1er octobre. Et c'est une des conséquences un peu étranges de la dissolution, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de reconduction. Qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous allez faire pour que ça revienne ?
On a des transports en commun extraordinaires sur notre territoire, les meilleurs de très loin de France, en dehors de Paris. Et un des enjeux, c'est de continuer à améliorer chaque semaine la sécurité sur nos transports. On ne peut pas avoir un réseau efficace s'il n'est pas sûr. Et on a une baisse de la délinquance sur notre réseau depuis plusieurs années. Chaque année, c'est une très bonne chose. Et on met énormément de moyens, que ce soit des moyens humains, des moyens financiers. Et puis au travail en partenariat avec les services de police, de gendarmerie. Donc on est très efficace et on a besoin de ces caméras piétons, puisqu'on a 250 agents de contrôle et de sécurité qui, lorsqu'ils interviennent, ces caméras piétons nous permettent de faire baisser les tensions. On a constaté un tiers de moins d'arrêt de travail pour notre personnel. Donc on a besoin que le Premier ministre règle ce problème au plus vite. On a besoin de ces caméras piétons. J'espère que le ministre de l'Intérieur vous répondra. Alors c'est intéressant parce que c'est pas forcément quelque chose que je voulais aborder, mais j'ai l'impression que, entre guillemets, peut-être la gauche a changé un peu de manière de discuter de ces sujets. Est-ce que pour vous, c'est un sujet comme les autres, c'est plus tabou et vous avez des choses à dire aussi ? Vous savez, moi je suis élu président de la métropole que depuis 2020, donc je ne peux pas parler pour toute la gauche et ce qui a pu se passer avant. Mais en tout cas, ce que je constate sur l'agglomération, c'est que tous les maires, qu'ils soient de droite ou de gauche, qu'ils aient été élus en 2014 ou en 2020, ont tous mis plus de moyens sur la sécurité, avec notamment une volonté d'avoir plus de policiers municipaux. Et donc c'est important. Et donc pour moi, c'est un sujet qui est évidemment, qui doit être consensuel. Et en tout cas, à Citral Mobilité, où j'assume la présidence, nous avons augmenté fortement nos budgets pour la sécurité. Nous avons dépassé les 10 000 caméras piétons. Et donc nous continuons à avoir des initiatives. C'est par exemple des marches exploratoires avec des femmes pour trouver des solutions, pour sécuriser les voyageurs. Et donc ça ne peut être qu'une priorité du quotidien, la sécurité dans les transports en commun, comme partout dans nos villes. Alors on parle caméra piéton, ça nous amène du coup à la vidéosurveillance ou la vidéoprotection. Je crois avoir le souvenir que au démarrage, notamment dans les échanges que j'ai avec le maire de Lyon, il n'était pas forcément pour, c'est en train de changer. Est-ce que vous êtes plutôt favorable à faire en sorte qu'il y ait de la vidéoprotection ? Et je crois même d'ailleurs que vous étiez un peu agacé, notamment par rapport au commerce, que peut-être la région, vous n'êtes pas équipé comme vous le vouliez, ces espaces ? Alors nous, on vient de voter au sein de la métropole des subventions pour les communes pour des dispositifs de vidéosurveillance à 9 communes. Donc oui, elle ne fait pas tout, loin de là. Je pense que la présence humaine est beaucoup plus efficace et que les caméras ont un rôle s'il y a quelqu'un pour les regarder. Donc il ne faut pas simplement regarder un nombre de caméras, mais bien voir si elles fonctionnent, ce qui n'est pas toujours le cas, y compris dans des quartiers populaires, et si quelqu'un les utilise. Donc c'est un outil parmi d'autres, et donc il n'y a pas de tabou à utiliser cet outil-là. Et ce que j'ai reproché à la région, c'est qu'il y a des dispositifs de la région pour aider les commerces à faire de la rénovation thermique ou encore à sécuriser leur commerce. Et nous avons aussi ce dispositif sur la métropole de Lyon pour tous nos commerçants. Et la région a exclu de son dispositif les villes de Lyon et Villeurbanne. Donc nos commerçants de la presqu'île, par exemple, nous les aidons nous, mais la région ne les aide pas, alors que ceux d'Oulin, de Bron, vont être aidés par les deux. Donc je trouve ça inéquitable et surtout inefficace. Peut-être que le nouveau président sera plus à l'écoute. Le nouveau président de la région. Je l'espère, je lui ai demandé une rencontre, donc ça fait partie des très nombreux sujets que je vais aborder avec lui. Alors on va travailler sur trois thématiques qui me semblaient intéressantes de développer avec vous, évidemment les mobilités, les politiques sociales, puis la question, j'allais dire, plus large de l'écologie et des transitions, parce que c'est intéressant de savoir ce que c'est qu'une métropole plus écologique et qui est en transition. Sur les mobilités d'abord, peut-être... On l'évoquait sur le Citral, sur le développement des transports publics. Un des sujets qui est un peu un sujet de crispation, c'est les voies lyonnaises, ces fameuses voies lyonnaises qui ont vocation à s'étendre à l'horizon 2030. Il y a aujourd'hui beaucoup de travaux un peu partout, des concertations qui sont un peu agitées. Il y aura un nombre de kilomètres qui sera ce qu'il est, mais qui n'est pas totalement fini. Pourquoi c'est important ces voies lyonnaises et pourquoi vous vous attachez à ça et qu'est-ce que ça veut dire de votre vision de la ville aujourd'hui et de ses transports en fait ? Alors notre vision, elle n'est pas que sur les voies lyonnaises, elle est sur les mobilités en général, une volonté de diminuer la place de la voiture, et elle diminue, moins 10% de circulation automobile entre 2019 et 2023, et de donner des alternatives, donc c'est avant tout le développement des transports en commun, 2,5 milliards d'euros d'investissement, mais aussi un plan vélo et piéton ambitieux avec notamment les voies lyonnaises. Et donc ces voies lyonnaises, elles permettent de sécuriser les parcours des vélos, de les différencier des flux automobiles et des flux piétons. C'est aussi une façon de sécuriser les piétons, puisque quand il y a des voies lyonnaises, les vélos ils sont là où ils doivent être, sur les voies lyonnaises, en sécurité, ils ne gênent pas les piétons et ne sont pas gênés par le flux automobile. Donc c'est un nouveau réseau de mobilité sur l'échelle de la métropole qui est important, et on voit que la pratique du vélo explose. J'étais encore ce matin sur le cours Lafayette, et c'est impressionnant.
le nombre de vélos arrêtés au feu, on arrive à 15-20 vélos arrêtés au feu d'un carrefour, ce qui montre que tout ça fonctionne très bien. Alors c'est vrai que c'est important les vélos. Maintenant, les gens vous diront, parfois on ne peut pas toujours aller en vélo quelque part, et du coup il faut à la fois une alternative de transport public, et donc qu'est-ce que vous avez mis en place? Je sais que là vous allez bientôt inaugurer un certain nombre de lignes de tramway, mais il y avait eu une discussion assez forte, notamment sur le métro E, ou le fait que ça a été abandonné au bénéfice du tramway de l'Ouest lyonnais. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous disent, oui, c'est bien, mais on n'a pas mis en face, ou peut-être suffisamment vite, les alternatives de transport public pour ça? Alors d'abord, je vous le redis, quand on est arrivé en 2020, nous avions déjà le meilleur réseau de transport en commun. Et on l'améliore fortement. Depuis 2020, 2 stations de métro ouvertes sur le métro B, à Oulin, métro B qui a été Oulin-Saint-Genis-Laval, qui a été automatisé, qui prend beaucoup plus de monde, qui est plus rapide, qui est climatisé, de très grande qualité. On a actuellement 3 projets de tramway en cours. Le T6, le T9 et le T10. Au mandat précédent, il n'y en avait qu'un seul. Et ces tramways, aujourd'hui, ils arrivent en périphérie, dans les quartiers populaires, au Mas du Taureau avant Oulin, à Villeurbanne-Saint-Jean, à Saint-Front. Donc on est en train d'équiper notre première couronne de mode lourd. Il y a aussi une ligne de bus à haut niveau de service entre Pardieu et Sept-Chemins. Donc on n'a jamais autant investi sur les transports en commun, et on prévoit déjà les mandats futurs, puisque le transport en commun c'est du temps long, avec le projet, vous l'avez dit, de tramway express de l'Ouest lyonnais, qui est un métro-tram qui va aller de Confluence à Alaï, et qui va permettre enfin d'avoir une première ligne forte de l'Ouest lyonnais. Et on continue à fiabiliser aussi notre réseau, c'est important, ce sont les corridors bus pour améliorer par exemple la fiabilité des temps de bus, leur régularité et de gagner du temps. Ce que nous avons fait par exemple dans le Val-de-Saône avec le corridor bus pour les bus 40 ou 70. Et enfin on a lancé un plan métro ambitieux, des lignes A, C et D qui vont être rénovées, c'est plus d'1,3 milliard dans les 10 ans qui viennent, pour augmenter la fréquence, pour augmenter la capacité, augmenter le confort des voyageurs. Alors ça se fait pas forcément toujours dans la joie, et il y a beaucoup d'élus qui sont un peu perturbés par tous ces nouveaux équipements, notamment dans l'Ouest lyonnais. Je me souviens qu'en 2020, votre projet, je crois que c'était de rééquilibrer les territoires. Qu'est-ce que vous répondez justement à ces élus de l'Ouest lyonnais qui disent il n'y en a plus que pour l'Est, on a oublié l'Ouest, il y a un règlement de compte politique derrière, tout ça, ça vous passe c'est bien au contraire, c'est la première fois qu'il va y avoir une ligne forte de transport en commun à l'Ouest. Le projet TEOL, c'est 800 millions d'euros. C'est le plus gros projet de Citral et de très loin depuis le métro D dans les années 90. Donc c'est un effort qui est conséquent et c'est bien normal. Et il y a un autre enjeu sur l'Ouest qui est bien équipé en voie ferrée, c'est de développer le train et c'est enfin que la région mette des moyens sur le train pour améliorer le transport des quotidiens. Mais ce que je souhaite dire, parce que je comprends dans cette métropole en travaux, vous avez dit les voies lyonnaises, mais il y a 3 tramways, il y a des réseaux de chaleur, il y a des réseaux d'eau. On est un peu au milieu du gué, quoi. On est quand même en travaux et donc je comprends les difficultés pour se déplacer, que ce soit en voiture, mais aussi parfois en bus, en vélo ou à pied, qu'il faut être un peu patient. Mais ce qu'on est en train de faire, c'est vraiment une amélioration, une accélération de ce qui avait été fait quand même depuis la fin des années 90 avec le retour du tramway à Lyon. Donc cet rééquilibrage, il est nécessaire aussi bien qu'une fois qu'il est fait, tout le monde en est content. Il y a un autre sujet évidemment sur les transports et les mobilités qui préoccupent pas mal la population, c'est cette fameuse ZFE qui va arriver dans une nouvelle phase, je crois, au 1er janvier 2025. Je vous disais, chez nos confrères, un certain nombre d'études qui sont sorties, etc. Ça concerne, je crois, presque 135 000 véhicules. Il y a une notion qui est toujours persistante d'une forme de discrimination. C'est-à-dire qu'on se dit, les gens qui sont loin, qui n'ont pas les moyens de changer leur voiture, ils ne vont plus pouvoir rentrer dans la métropole. Qu'est-ce que vous répondez à ce type d'argument et pourquoi vous pensez que la ZFE, c'est une nécessité aujourd'hui? D'abord, c'est d'État, évidemment, c'est une loi. Voilà, mais je pense que la nécessité, c'est de diminuer la pollution, et elle diminue. On a présenté les résultats avec la préfète de région il y a quelques jours. On voit que la pollution diminue, que ce soit le dioxyde d'azote, que ce soit les particules fines, et diminue plus vite qu'avant. Donc ça, c'est l'objectif. Et donc ça, c'est lié à toutes les politiques dont on vient de parler, notamment de mobilité, mais aussi d'isolation des logements, de développement du réseau de chaleur, du changement des foyers ouverts au bois qui polluaient. Donc on a des politiques de fond. La ZFE, c'est un outil imposé par la loi, et c'est la loi qui impose à Lyon et à Paris, au 1er janvier 2025, d'interdire les critères 3. Donc on est dans ce cadre-là. Et donc notre rôle, nous, c'est ce qu'on vient d'expliciter avant, c'est de donner des moyens, des alternatives. On n'en a pas parlé, mais on travaille aussi sur le covoiturage. On a une ligne entre Lyon et Bourgoin qui fonctionne très bien. Avec nos territoires voisins, on est en train d'en créer beaucoup d'autres. Et donc après, il y a naturellement d'autres accompagnements à avoir. Sur l'achat des véhicules, moi je souhaite que le gouvernement prenne conscience qu'à partir du moment où à Lyon et Villeurbanne, on demande plus aux habitants, pour les propriétaires de critères 3,
il y ait des aides nationales qui soient ciblées prioritairement à nos habitants. Ça serait la logique, puisque d'autres villes sont sorties de l'obligation de l'interdiction des critères 3. Donc je sais que le budget de l'État n'est pas immense, mais dans ces budgets d'aide aux véhicules, nos territoires doivent être priorisés. Alors, on va entrer sur une autre thématique qui est, on a commencé à l'évoquer, mais les questions, je vais dire, de la politique sociale qui sont presque un peu, j'allais dire, méconnues, mais, et qui sont connues peut-être pas pour des bonnes raisons, puisqu'il y a eu cette fameuse, alors je ne sais pas si c'est une polémique, une vérité, en tout cas, vous avez été interpellé là-dessus, sur la question des hébergements d'urgence, notamment, puisque ça fait partie de vos compétences, où on vous a, vous allez me réexpliquer l'histoire, mais accusé d'avoir réduit les possibilités d'accueil et donc de laisser des familles dans la rue, etc. Je suppose que ce genre de manière ou d'approche de présentation, d'abord, ça vous heurte, et je suppose que ce n'est pas exactement ce qui s'est passé. D'abord, rappeler l'hébergement d'urgence, non, ce n'est pas la compétence de la métropole de Lyon, c'est celle de l'État. Et donc, il n'est pas possible que dans un pays riche comme la France, il y ait des enfants à la rue. Le rapport UNICEF, qui est sorti au mois d'août, révélait qu'une nuit, il y avait eu plus de 2000 enfants qui avaient été refusés par le 115. Et donc, on sait que le nombre d'enfants à la rue est beaucoup plus important que ça. Et donc, il faut agir par une politique nationale, création de places rapidement, mais surtout politique de fond, qui est la création de logements sociaux, qui est la régularisation des papiers pour des personnes qui pourraient travailler et qui aujourd'hui n'ont pas le droit, et du coup qu'on pousse à la rue, c'est des politiques de fond. La métropole, comme tous les départements, elle a une compétence supplétive pour intervenir uniquement sur les femmes isolées, seules, c'est-à-dire sans compagnon, avec des enfants de moins de 3 ans. Et nous le faisons fortement. En 2019, on avait un budget de 800 000 euros. En 2024, c'est 11,3 millions d'euros. Donc on a multiplié par 15 notre action. Et le problème que l'on a, c'est qu'on est les seuls à le faire. C'est-à-dire que nos départements voisins n'assument pas cette compétence. Nous sommes les seuls à assumer cette compétence, et nous disons simplement que, vu nos difficultés financières, on va continuer cette politique. On va continuer à ouvrir des sites de qualité, essayer d'arrêter les chambres d'hôtel qui sont un accueil peu digne, cher, inefficace, pour continuer à ouvrir des sites. Mais qu'on ne peut pas continuer sur le même rythme et prendre non seulement notre part, mais prendre pour tous nos voisins. Donc on a intégré des critères, donc on va naturellement continuer à accueillir, assumer notre compétence, mais on ne le fera pas pour les autres. D'accord, donc vous demandez que tout le monde prenne sa part, parce que ça fait partie aussi des responsabilités des uns et des autres. Tout à fait. Sur cette question d'ailleurs du logement d'urgence, ça nous amène à une question qui est celle peut-être plus globalement du logement en général. On sait que, alors il y a plein d'éléments qui font que ça a été difficile. Vous étiez au début de votre mandat engagé, je crois, avec votre vice-président Renaud Père, à construire autour de 6 000 logements sociaux par an. On est peut-être à la moitié. Comment vous expliquez que vous n'ayez pas pu réussir, et qu'est-ce que vous mettez en place pour faire en sorte que ça change ? Je pense que la crise de logement est la crise la plus importante en France. Et donc, il faut la gérer par des mesures nationales. On a quand même affaibli les bailleurs sociaux en termes de trésorerie depuis 2017. On a aussi pénalisé l'investissement des citoyens sur le logement avec la création de l'IFI. Finalement, on a supprimé l'impôt sur la fortune. Et la seule chose qui est taxée aujourd'hui, c'est le logement, ou la fin du dispositif Pinel. Donc, on a besoin d'une mobilisation générale pour le logement. Et donc nous, on est dans ce contexte-là, de toutes les grosses agglomérations, avec des difficultés de foncier, des difficultés des investisseurs, des bailleurs sociaux. Mais on fait tout ce qu'on peut pour sortir logement par logement. Donc chaque permis de construire qui est bloqué, on discute avec les promoteurs, on va voir les maires. Chaque dispositif que l'on peut créer, on le fait. Notre plan de sauvetage d'urgence du logement qu'on a présenté en fin dernière a permis à plus de 5000 logements de sortir, d'être sauvés ou accompagnés grâce à l'intervention de nos bailleurs sociaux. On fait de la surélévation. Enfin, on essaye tout ce qu'on peut et on va continuer. Mais aujourd'hui, si le gouvernement Barnier, et je pense que ça doit être sa priorité numéro un, ne met devant pas... l'écologie presque. Mais oui, c'est aussi un problème écologique et social. Il faut absolument. Pourquoi ? Parce que c'est la crise sociale. On a aujourd'hui des habitants qui ne peuvent pas se loger, des entreprises qui ne peuvent pas recruter parce que leurs salariés ne peuvent pas se loger, des étudiants qui ne peuvent pas étudier parce qu'ils ne peuvent pas se loger, et qu'en plus c'est une aberration économique. On perd de la TVA, des recettes fiscales, on perd de l'argent pour les collectivités, je vous l'ai dit. On fait chuter le bâtiment, les notaires, la promotion immobilière. Donc c'est une priorité absolue pour ce gouvernement de régler et d'améliorer la question du logement. Donc vous prenez tout de votre part, mais vous demandez que l'on vous soutienne, on vous aide, et que ce soit même comme un nouveau changement de paradigme, parce que c'est devenu une priorité.
Tout à fait. Et nous, on continuera à innover. On l'a fait avec des investisseurs aussi sur beaucoup de dispositifs. Et toutes les bonnes idées pour améliorer la question du logement ici sur notre territoire, nous les prenons. On était en train de parler de ce qui est souvent un sujet un peu méconnu, la politique sociale de la métropole, sur lequel il y a quelques innovations. Moi, j'en ai une, et je me souviens parce que j'avais interviewé la vice-présidente qui était en charge de ça, mais qui me semblait intéressante, sur lequel j'aimerais avoir votre regard. C'était la création du fameux revenu jeune que vous aviez mis en place. C'était un peu décrié à l'époque. Un an après, est-ce que vous pouvez nous dire comment ça a fonctionné ou pas? Est-ce que ça a apporté à ces jeunes, justement, qu'on a besoin d'aider au quotidien? Alors ça doit faire même presque 3 ans maintenant qu'on l'a mis en place. Je vois pas le temps passer alors. Et c'est un dispositif qui est efficace et qui fonctionne. Actuellement, ce mois-ci, on doit aider 700 jeunes avec une aide de secours à des jeunes en difficulté, puisque vous savez que le RSA n'est pas accessible aux moins de 25 ans. Et on a une aberration qui fait que des jeunes en difficulté sont moins accompagnés. Et donc cette aide qu'ils peuvent obtenir très facilement va leur permettre de sortir de la difficulté. On va les accompagner, on va lever des freins psychologiques, de santé, parfois de logement. On va éviter que des jeunes tombent à la rue. Et donc le fait de s'en occuper plus tôt, on est tout simplement plus efficace. Et 90% de ces jeunes, une fois accompagnés, expliquent que leur situation s'est améliorée. Donc c'est une politique volontariste, unique en France, dont on peut être fier. Et je pense que si elle était généralisée en France, on gagnerait en efficacité publique et même en coût, parce que s'occuper des problèmes plus vite, c'est aussi les régler plus vite. Et avec des coûts moindres, je suppose, à la fin. Tout à fait. Alors, une des questions qu'on peut se poser, c'était notre point de départ, c'est qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui et comment ça se traduit une écologie au quotidien? Parce que je sais que vous êtes un fervent de cette écologie au quotidien et concrète. C'est quoi une métropole plus verte et qui est rentrée dans une nouvelle conception de l'écologie? Ça se traduit comment concrètement? Ça se voit. Alors, on a parlé beaucoup de transport en commun, mais il y a toute la question de la végétalisation. Cet hiver, on a planté 50 000 arbres. C'est 10 à 15 fois plus que ce qui se faisait il y a quelques années. Non seulement on plante plus, mais on plante mieux. Par exemple, dans les rues, on va planter des arbres plus resserrés. On va avoir des strates en bas, intermédiaires et hautes, comme par exemple sur la rue Garibaldi à Lyon. Et on voit qu'en période de canicule, le changement de modalité de plantation, c'est 7 degrés d'écart. Donc c'est assez énorme. Et puis on aide aussi les copropriétés privées à planter sur leur espace. On finance. On va offrir 2000 arbres aux habitants du Grand Lyon dans quelques jours. Donc c'est important, on le voit dans l'espace public. Cette végétalisation, c'est aussi une politique qui est très soutenue par nos habitants, par exemple. Mais c'est aussi la question de l'eau, c'est retrouver un cycle naturel de l'eau. Et donc aujourd'hui, on fait en sorte que l'eau aille à la nappe phréatique et plus dans nos égouts, où elle était, jusqu'à présent, elle est filtrée au filtre de l'eau propre, ce qui n'a pas beaucoup de sens. C'est aussi pour ça d'ailleurs que vous aviez souhaité que l'eau redevienne, je vais dire, un bien commun en remettant l'eau en régie, par exemple? Alors ça faisait partie du dispositif de mieux gérer la question de l'eau, mais la question de l'eau, en dehors du mode de gestion, la régie publique est un plus, notamment parce qu'elle permet que 4 citoyens soient au conseil d'administration et donc gèrent l'eau avec des politiques. Donc c'est une question importante. Mais toutes ces politiques, on peut parler des déchets. On a dépassé les 10 000 tonnes de compost avec nos bornes à déchets qui sont déployées et qui sont en cours. On vient de créer une collecte aussi gratuite du gros électroménager à domicile. Chacun peut appeler pour qu'on vienne récupérer gratuitement plutôt que d'aller à la déchetterie. Donc il y a énormément d'initiatives très concrètes du quotidien. C'est un ensemble de petites choses, on a l'impression, ou de grandes choses, mais parce que parfois on entend... peut-être même d'ailleurs le maire de Lyon est dans une approche parfois un peu différente sur ce décalage entre des grands récits de comment on rend la ville désirable et durable, etc. Vous êtes un peu moins dans cette logique, c'est plus du concret, parce que le compost par exemple, c'est vrai que comme ça peut avoir l'air un peu anecdotique, mais ça a des vraies conséquences écologiques en vrai. Évidemment, avant on mettait ces déchets à l'incinérateur, ça partait en fumée, là ça retourne à la terre pour nos agriculteurs. Parce que là, sur l'agriculture aussi, on a une politique. Donc on vient d'ouvrir un espace test par exemple, à Vaux-en-Velin. Et donc c'est bien un ensemble de choses, mais la métropole a un avantage, c'est que c'est la collectivité du quotidien. Nous, on gère les choses du quotidien, que ce soit les mobilités, que ce soit l'eau, que ce soit les déchets, que ce soit l'assainissement, que ce soit l'action sociale. Donc c'est nous qui avons l'influence la plus forte sur la vie de nos citoyens. Et donc c'est notre rôle d'améliorer ce quotidien en tenant compte naturellement des enjeux environnementaux, des enjeux économiques, on n'en a pas parlé, mais l'attractivité du territoire est importante. On a besoin de continuer naturellement à accueillir mieux nos entreprises, mais à faire aussi des choix pour que le monde économique aille dans la bonne direction, c'est-à-dire celui du respect de l'environnement et de l'emploi. Oui, ça veut dire que ce n'est pas forcément incompatible, parce que ça avait été un des grands débats quand vous êtes arrivé de cette nouvelle gouvernance. On disait que vous n'aviez pas forcément de questions très précises sur les volets économiques. Alors,
pourtant vous êtes vous-même chef d'entreprise, c'est un monde que vous connaissez un petit peu, mais et puis on a dit, bah voilà, ça va être de la décroissance, on va perdre en attractivité, c'est pas du tout ça ce que vous avez fait. Ce qu'on a perdu, c'est en nombre de chômeurs, puisque nous avions 100 000 chômeurs avec le pic du Covid quand on est arrivé. En catégorie, il n'y en a plus que 65 000. Ce que nous avons eu, c'est un nombre record d'emplois dans l'industrie. C'est une priorité des emplois industriels. On a dépassé les 80 000 emplois. Et donc, c'est des installations aussi importantes qui ont été faites sur le territoire. Symbio, l'année passée, à Saint-Fond, sur l'hydrogène. C'est des investissements de l'ordre de 500 millions d'euros. Hein. On a inauguré il y a quelques semaines une unité de Sanofi à Neuville-sur-Saône, et puis il y a encore un très beau projet de Boehringer-Ingelheim à Jonage. Donc on voit que les choses se portent bien, on est toujours aussi attractif. Par contre, que notre rôle, nous, c'est d'essayer de passer d'une attractivité qui était un peu subie, une attractivité choisie, où on prend les entreprises, on facilite des implantations d'entreprises qui ont plus de liens avec le territoire, qui vont être meilleures dans le cadre de l'emploi local ou du respect de l'environnement. Cette attractivité du quotidien, c'est aussi dans la vision que vous avez peut-être, j'allais dire, de l'urbanisme. C'est-à-dire qu'il y a aussi quelque chose que vous avez développé qu'on appelle l'urbanisme de transition. Qu'est-ce que c'est exactement ? C'est permettre que dans le temps long de l'urbanisme, on fasse quand même d'autres choses, des espaces qui seraient un peu vierges ou en friche ? Voilà, on a souvent des terrains, des projets qui prennent beaucoup d'années. Et donc on se retrouve avec des terrains qui étaient inoccupés, qu'il fallait gardienner et qui n'avaient pas d'utilité. Ils pouvaient même être squattés parfois et donc créer d'autres problèmes de mésusage. Et donc notre choix, c'est de les utiliser pour faire de l'urbanisme transitoire, soit économique, soit culturel, soit social. C'est par exemple des tiny houses qui ont été mises en place à Lyon, à Villeurbanne, à Oullins, qui permettent d'accueillir des femmes isolées avec leurs enfants de moins de 3 ans, qui sinon seraient à l'hôtel dans de très mauvaises conditions. Là, elles peuvent cuisiner, il y a un espace nuit pour l'enfant, elles sont accompagnées socialement beaucoup mieux, donc ça permet naturellement un meilleur accompagnement. Mais c'est aussi au niveau culturel, ce qu'on a fait au Grandes Locaux, au Technicentre de la Mulatière, où on a un projet pérenne à terme, mais actuellement on utilise temporairement des bâtiments qui n'ont pas vocation à rester tels quels pour accueillir par exemple les biennales d'art contemporain qui ont démarré, qui sont magnifiques, que je vous conseille d'aller voir. Et puis on fait aussi la même chose pour l'économie, par exemple au 22D à Villeurbanne-la-Soie, où là on a le grand plateau où des dizaines d'acteurs du vélo, d'entreprises du vélo sont installés pour créer des filières locales. Alors quand on parle d'écologie, vous l'avez évoqué, on parle aussi des ressources, et je voulais juste faire un petit focus sur un sujet dont on commence à parler beaucoup, qui sont les PFAS, ces fameux polluants éternels. La métropole est évidemment concernée au premier chef parce que c'est sur son territoire. Je crois savoir que vous avez porté plainte au nom de la métropole. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous essayez de vous emparer de ce sujet qui concerne tout le monde ? C'est un sujet très compliqué, donc il ne faut pas être simpliste ou caricatural. On a eu des pollutions par des industriels essentiellement Daikin et Arkema, peut-être qu'il y a eu d'autres sources de pollution, et nous on a obtenu de la justice qu'il y ait une expertise qui soit menée pour établir justement la responsabilité, le niveau de responsabilité de ces entreprises pour ensuite pouvoir obtenir réparation sur le principe pollueur-payeur. Mais avant ça, on cherche à travailler avec les entreprises pour accélérer leur transition et pour qu'elles cessent d'utiliser des produits qui sont nocifs pour la santé. Donc là, on a besoin de changements législatifs, on a besoin aussi d'autres modèles économiques, parce qu'on ne peut pas expliquer à nos industriels qu'il faudrait qu'elles soient irréprochables si elles continuent d'apporter de l'autre bout du monde des produits qui ne respectent ni les normes sociales, ni les normes environnementales. Donc c'est un équilibre qu'il faut trouver. On veut réaffirmer la vocation industrielle de la vallée de la chimie, de notre territoire. Nous sommes naturellement disposés à avoir ces entreprises, nous pouvons même en être fiers, mais il faut diminuer les risques, qu'ils soient transparents et avoir des modèles beaucoup plus vertueux. Alors, on va parler un petit peu de politique, puisque vous l'avez évoqué tout à l'heure. Il y a quelques jours le discours de politique générale du Premier ministre Michel Barnier. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Ma première question, elle est d'abord, est-ce que vous trouvez légitime que ce soit Michel Barnier qui soit Premier ministre ? Évidemment que non. On a eu des élections. Donc quand il y a des élections, c'est pour en tenir compte. Là, finalement, on avait avant les élections un gouvernement de macronistes soutenu par la droite. On a maintenant un gouvernement de droite soutenu par les macronistes. Donc, simplement, il n'a plus de majorité absolue. Donc, il dépend du Rassemblement national. Donc, tout ça pour ça, il valait mieux ne pas dissoudre, faire la même chose. Le président de la République était légitime à le faire avant la dissolution. Les messages des électeurs étaient très clairs. Au premier tour des législatives, on en a marre des politiques d'Emmanuel Macron. Il a été nettement battu. Et au deuxième tour, on ne veut pas du Rassemblement national avec la victoire du Front républicain. Donc ne pas respecter le vote des Français, qui a pourtant été massif, puisqu'il y a une forte participation, c'est dangereux.
Mais en plus, je ne cache pas que je suis en désaccord avec les politiques qui vont être menées. On n'a pas encore forcément tout compris, puisque un gouvernement a été nommé sans qu'on sache ce qu'il allait faire, et le discours de politique générale du Premier ministre n'a pas été très précis sur ce qu'il allait faire dans les jours qui viennent. Notamment, vous le disiez, sur le logement où vous attendiez plus. Mais j'entends plus sur le logement, je vous l'ai dit, qui est pour moi la première priorité. Je suis très inquiet aussi des budgets de transition écologique, puisqu'on parle de diminuer le fonds vert de plus d'1,5 milliard d'euros. C'est ce qui permet, notamment aux collectivités locales, de faire de la rénovation thermique de leurs bâtiments. Il parle de diminuer les budgets de l'ADEME. L'ADEME, par exemple, finance nos réseaux de chaleur. Alors c'est peu connu le réseau de chaleur, mais ça permet de supprimer des chauffages collectifs d'immeubles, d'entreprises qui étaient au fioul, qui étaient au gaz, qui étaient polluants, pour les remplacer par un chauffage urbain qui est vertueux en termes d'écologie, qui est surtout moins cher pour les habitants comme pour les entreprises. Alors vous parliez du nouveau Front populaire, je sais que vous êtes, ce que les gens ne savent pas forcément, mais un expert de la carte électorale et un fin connaisseur de ces sujets. Vous dites souvent qu'ici à la métropole, vous avez fait un peu comme un démonstrateur de la capacité à gouverner ensemble. Est-ce que c'est toujours le cas? Qu'est-ce que vous pensez que la gauche, globalement, peut et doit continuer à travailler ensemble En pour tout cas, gagner? À la métropole de Lyon, nous sommes un exécutif très pluriel, écologiste, socialiste, insoumis, communiste. Et ça fonctionne très bien, on voit bien, on a d'excellentes relations entre nous, peu de désaccords, une capacité à travailler ensemble dans l'intérêt des habitants. Donc ce qui fonctionne localement pourrait fonctionner naturellement nationalement, mais encore faudrait-il qu'il y ait un Premier ministre de gauche. Alors on n'a pas encore un niveau électoral suffisant, peut-être pour l'avoir seul et gouverner seul, mais en tout cas, ça va dans le bon sens. Les élections législatives ont renforcé la gauche et les écologistes en France et surtout sur la métropole de Lyon. Donc j'espère que la prochaine étape, enfin, les Français seront écoutés et nous serons au pouvoir en France. Parce que la prochaine étape, c'est les échéances qui approchent. Vous parlez du résultat des élections, à la fois européennes, législatives, etc. Ça a quand même un petit peu changé les rapports au sein de la gauche entre les écologistes, les socialistes, les insoumis. Peut-être que les écologistes sont un peu moins présents à certains endroits. On voit que les insoumis ont pris beaucoup de place dans certaines villes, que ce soit Vaux-en-Velin, etc. C'est un peu plus compliqué. Tout ça ne vous inquiète pas plus que ça et vous œuvrez en bonne intelligence pour construire, je suppose, une prochaine majorité. Je suppose que vous avez envie de retravailler en 2026 et de vous représenter la prochaine fois. Écoutez, ça c'est un peu tôt pour le dire, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que je pense que cette majorité qui a des résultats dans l'intérêt des habitants doit se poursuivre sur notre territoire. Et en tout cas, moi, je ferai le nécessaire pour que ça soit le cas. Et je suis plutôt rassuré qu'elle progresse aux élections et que ceux qui sont aujourd'hui au gouvernement ont perdu 5 députés sur notre département, là où le nouveau Front populaire en a gagné 3 de plus. Alors, on viendra vous voir, du coup, quand ce sera le moment de votre candidature. On va se quitter avec une tradition qui est un livre de chevet. Je suppose que vous avez beaucoup de choses à lire, de rapports plus ou moins professionnels. Est-ce que vous avez choisi un livre qui vous permet un petit peu de vous échapper ou de vous évader? Écoutez, un des derniers livres que j'ai lus, c'est La promesse d'Anne Lauvergeon, qui parle de François Mitterrand. Et je conseille pour ceux qui veulent mieux connaître, ou surtout mieux comprendre la personnalité complexe de l'ancien président de la République, de le lire. Et un petit morceau de musique pour se quitter en musique, parce que c'est là aussi la tradition. Vous pouvez écouter Léo Ferré, Ils ont voté, et puis après. Eh bien voilà, on l'écoutera. Merci beaucoup de nous avoir reçus dans votre bureau, Monsieur le Président. La semaine prochaine, on accueillera la nouvelle maire du 3e arrondissement, Marion Sessec. Merci, à très bientôt. Au revoir.